Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et la tentative de rébellion de la milice russe Wagner suscite de nombreuses interrogations sur la stabilité du régime russe et sur l'autorité de Vladimir Poutine, frontalement défié par le chef de la milice. Pour l'heure, le président de la Fédération de Russie ne s'est pas exprimé sur la situation, Philippe. Oui, mais scrutée en Europe, la situation provoque beaucoup de réactions. Un retour de bâton, la fin de Poutine, une menace mortelle pour les experts. C'est le mythe de l'unité de l'ensemble de la Russie derrière son président qui vole en éclats et montre au grand jour les divisions au sein même du pouvoir. Les opposants au Kremlin craignent même désormais une hausse de la répression. Alors qu'en pensez-vous ? Est-ce que pour vous, le pouvoir de Vladimir Poutine est en train de vaciller ? Est-ce au contraire qu'il sorte renforcé avec l'exil de Prigojine en Biélorussie ? Qu'est-ce qui change ? Venez nous dire votre avis au 0826 300 300. Et pour intervenir, notre expert Vladimir Fedorovski, qui est avec nous, écrivain russo-ukrainien, auteur de Sorg, un espion pour l'éternité, publié chez Ballant, et diplomate sous Gorbatchev aussi. Il a été porte-parole de la résistance lors du coup d'État du 19 août 1991. Philippe Bilger, sur cette milice. Alors on entend tellement de choses. On se dit que la milice, effectivement, a tenté, à un moment donné, c'est ce qu'on pensait, de déstabiliser Vladimir Poutine. Aujourd'hui, le patron de la milice dit pas du tout, c'est parce que Wagner n'allait pas bien. Une espèce de cafouillage, là. Alors, Cécile, en effet, vous avez raison, on entend beaucoup de choses depuis cet événement mettant en cause Prigojine face à Poutine. Poutine, je le dis avec modestie, je n'ai pas de lumière et je crois personne n'en a véritablement sur les dessins de Poutine et ceux de Prigojine. Mais il me semble qu'on peut dire que Poutine n'en sort pas renforcé, mais il me semble qu'on exagère un peu sur le plan de la fragilisation de celui-ci, comme si Prigojine avait mis à bas un socle. Moi, je ne crois pas, et d'ailleurs, je me demande quel était l'objectif véritable de ce chef de guerre avec sa milice privée dont parlait Tom tout à l'heure, dans l'objectif qu'il a paru mettre en œuvre. Je ne crois pas qu'il s'agissait d'une volonté de coup d'État, peut-être quelque chose qui, comme on le murmure, était destiné à lui permettre de se désinvestir de l'Ukraine pour se concentrer sur l'Afrique, où là, il fait, paraît-il, la fortune la plus importante. Voilà, ce sont des interrogations. En tout cas, c'était une intimidation réelle, parce qu'effectivement, vu la réaction quand même extrêmement virulente de Poutine juste après, qui a quand même ensuite rappelé 1917, un risque de guerre civile, etc. Dans ce que, en tout cas, ce que j'ai entendu des traductions, ça montre quand même que même s'il n'y avait pas une tentative réelle de coup d'État, il y a en tout cas peut-être une possibilité de mener ce coup d'État, ce qui est quand même tout ce qui compte finalement. Et ensuite, effectivement, je pense que malgré tout, la communauté internationale, entre guillemets, s'intéresse beaucoup à ce sujet, parce que justement, ça peut éventuellement donner des arguments pour soutenir encore peut-être plus l'Ukraine, qui serait éventuellement plus en mesure de gagner contre la Russie. Donc en fait, tout cela évidemment est suivi de très près, parce que j'imagine que les Occidentaux vont quand même profiter entre guillemets de la situation, peut-être pour soutenir l'Ukraine et qu'elle puisse davantage se défendre. Madi. Eh ben moi, c'est bizarre. Moi, j'ai une autre lecture. C'est que pendant 3, 4, 5 heures, on nous a dit c'est terrible, risque de coup d'État, Poutine est mal en point. Et finalement, en moins de 24 heures, il les a matés, si je peux dire ça comme ça. Tout est revenu à la normale. Aujourd'hui, Prigojine dit lui-même, oh ben non, en fait, j'avais pas l'intention de faire. Et finalement, un coup d'épée dans l'eau, en fait. Voilà, un coup d'épée dans l'eau. Pour moi, il n'est pas fragilisé tant que ça. Au contraire, il remontre à nouveau que finalement, tout ce qu'avait dit la presse, en tout cas française, c'est pas vrai. C'est terminé. Alors, je suis pas sûr que ça va bien se terminer pour le patron de Wagner, ça, je suis pas sûr. Mais en revanche, lui, il est quelque part stable dans sa position et il n'est pas plus que ça. Après, les checkpoints à Moscou, c'était quand même concret, malgré tout. Après, je sais pas ce que ça peut signifier, dans quelle hypothèse vraiment on déploie cela, mais bon, c'était quand même réel et frappant. On va demander à un spécialiste. Philippe. Vladimir Fedorovski est avec nous, je le rappelle, écrivain russo-ukrainien, auteur de Sorge, un espion pour l'éternité, diplomate sous Gorbatchev. Il a été porte-parole de la résistance lors du coup d'État manqué du 19 août 91. Vladimir Fedorovski, à froid maintenant, 48 heures après, comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé en Russie, enfin en Ukraine et en Russie, samedi dernier ?
Quelle formidable histoire pour nous tous. C'est presque du théâtre. Ouais. Il faut dire. Et quel bonheur de vous retrouver, parce que vous êtes les meilleurs. Oh, merci. Vous êtes dans mon cœur. C'est la vérité. Cela dit, vous savez, comme j'étais mêlé, vous avez dit, j'étais porte-parole de la résistance contre un coup d'État, j'étais mêlé plusieurs fois à ces histoires de coup d'État. Ce n'est pas un vrai coup d'État. Tout d'abord, Prigojine ne pouvait jamais, en aucun cas, arriver jusqu'à Kremlin. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous savez, tout le monde savait qu'il prépare les choses. Les Américains, ils disent qu'ils savaient depuis 2 semaines. Mais vous comprenez, j'imagine bien que tous les autres, ils connaissaient. Pourquoi il est allé si loin? Il y a plusieurs aspects, plusieurs hypothèses là-dedans, mais ce qui est absolument sûr, qu'il y avait une sorte de fuite en avant, parce que Poutine voulait mettre sous le contrôle total sa milice privée, et ça a dérangé sur le plan lucratif, évidemment, Prigojine. Après, il me rappelle un peu ma grande époque, quand j'étais avec Eltsine. Ces gens-là, ce sont des gens bizarres. Vous savez, Eltsine, c'était l'alcool, l'autre, c'est la coke. Alors, les Américains pensent qu'il était un peu manipulé aussi à cause de ça. Ce qui vous intéresse, c'est évidemment la répercussion à la fois pour Poutine. Poutine s'en sort pas mal. Je suis absolument d'accord avec madame, je la félicite. C'est la meilleure. Je suis désolé pour les hommes. N'exagérons rien non plus. Non, désolé. Mais la vérité. C'est la vérité, vous savez, je vais vous dire, j'ai vu aujourd'hui les sondages de l'opposition. C'est dans ce sens-là, il y a aussi les avis de la CIA. Non seulement Poutine s'en sort, mais il s'en sort renforcé. Oui. Vladimir Fedorovski, juste une petite question. On disait que, enfin, ce qu'on entend, moi je vous dis ce qu'on entend, on nous dit que finalement la milice Wagner n'était pas si puissante que ça, qu'il avait perdu beaucoup d'hommes, que c'était de la façade. On dit aussi, c'était très bizarre parce que on n'entend plus non plus le patron de la milice, que là, il y a un enregistrement de 11 minutes, voilà. Est-ce qu'il est en danger? Est-ce que lui est en danger? Vous savez, je ne donne pas un copec pour son avenir, il sera exfiltré vers la Biélorussie, mais vous avez vu comme vous, ces tentatives d'auto-justifier, vous savez, il est dans la posture très difficile. Soyons très clairs, aujourd'hui, lui, c'est sûr que c'est un perdant. Dans quelle mesure il était manipulé par Poutine dans cette affaire? Vous savez, Poutine a donné dès le début l'ordre de ne pas tirer. C'est-à-dire on a laissé faire ces gens-là jusqu'à ce qu'ils entrent sur la plaine près de Moscou, où ils pouvaient être anéantis vraiment en quelques minutes par l'aviation. Mais pourquoi? Mais Poutine, elle a préféré, parce que c'était facile, vous savez, c'est 10 000 hommes, les rapports de force. Il n'y avait aucune espèce de tentative de perspective qu'il entre à Moscou ou qu'il détrône Poutine. C'était absolument techniquement impossible. Vous savez, j'ai participé à la résistance au putsch de Moscou. C'était un autre cas de figure. C'est pas un vrai putsch. Alors, vous comprenez, il y a une chose qu'il faut comprendre, que aussi derrière ça, il y a quand même les intérêts majeurs sur le plan international. Vous avez raison d'évoquer que les Ukrainiens ont essayé d'utiliser cette faiblesse supposée, les Izani, disons, en Russie, mais je tiens à vous signaler qu'il n'y a aucun militaire au gradé, même pas au gradé, c'est tout court. Il n'y a aucun militaire qui les a soutenus. Allez.
Philippe Bilger. Philippe Bilger. Mais je comprends bien que Prigojine ne pouvait aller bien loin, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment vous estimez que Poutine peut apparaître maintenant renforcé, alors que quelle que soit l'interprétation qu'on peut donner de tout cela, il a semblé être tout de même mis en cause par cette échauffourée, et donc difficile de dire qu'il est renforcé plutôt qu'un tout petit peu fragilisé, non? Ils ont l'air divisés plutôt. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous comprenez, il était à la fois, parfois il était critiqué, il était d'ailleurs critiqué beaucoup pour, disons, sa modération supposée. Les gens exigent plus de la politique plus vigoureuse. Et l'alternative à Poutine, ce n'est pas du tout pro-occidental. L'alternative à Poutine, c'est Staline. Mais les Russes, il y a deux choses que vous devez savoir. Les Russes détestent le plus dans l'histoire de la Russie les années d'Helsinki. Et Prigojine, c'est une émanation de ces années-là. C'est un bandit. Au fait, vous prenez ce bandit pour Garibaldi, je disais l'autre jour à mes amis américains. Et c'est quelqu'un qui a fait une carrière dans le business, mais c'est quand même un bandit au début, 10 ans en tôle. Ah oui, 10 ans en prison, oui. Recruter les choses comme ça. Ça, c'est le premier, allergie vers ça. Et deuxième chose, la hantise de Russes, de toutes tendances confondues, mis à part les gens qui vivent ici, ou vivotent plutôt ici, où ils sont payés par l'Occident, mais mis à part ces gens-là, l'hantise des Russes, c'est l'effusion du sang et la guerre civile. Et Poutine, il va utiliser ça, vous allez voir, pour la propagande à mort. Il se présentera comme quelqu'un qui a évité l'effusion du sang, mais certains amis américains disent qu'il a voulu mettre en scène même ça. Je ne vais pas jusque-là. Je pense qu'il a pensé que Prigojine va se dégonfler au dernier moment. Il est allé très loin. Maintenant, il va payer très cher, mais Poutine, il va utiliser à fond ça dans la propagande. Et les sondages que j'ai aujourd'hui, ce matin, ils sont étonnants même pour moi, puisqu'il y a une montée assez vertigineuse de Poutine. Allez, 0826 300 300, Fabrice qui était avec nous. Fabrice, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais dire simplement que de toute façon, moi je pense pas que Poutine soit affaibli. Cette milice Wagner, il l'a utilisée pendant de nombreuses années, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, etc. De toute façon, il changera peut-être la tête qui commande, mais derrière, je pense pas que ça ira jusqu'à Moscou, qu'il y aura un coup d'État, etc. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même une longueur d'avance. C'est pas quelqu'un que j'admire, mais à chaque fois, quand il dit quelque chose, il le fait. Et je pense qu'il a bien réfléchi à comment ça allait se passer par la suite. Vladimir Fedorovski, justement, je voudrais rebondir sur quelque chose. Les pays occidentaux, quelle est leur position par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils se sont dit, et finalement Poutine c'est un moindre mal par rapport à Prigojine? Quelle est l'opinion? Et puis surtout, j'ai une deuxième question. Vous avez dit, si c'est pas Poutine, ils veulent Staline. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de régime encore plus dur que Poutine? Et pourquoi pas un remembrement de l'ex-URSS? Il y a trois aspects là-dedans, Philippe, je ne vous cache pas. Le premier aspect, la position occidentale. Jusqu'à cette dernière période, la gestion de la crise ukrainienne était effectuée par les néoconservateurs américains. Leur dessein était simple, ils m'ont dit, j'ai parlé souvent avec eux, ils m'ont dit notre stratégie, c'est une stratégie d'un météorite. Météorite qui tombe sur la tête de Poutine, tue Poutine, et après, chaos ou pas chaos, on s'en fiche, on verra après. Oui. Ça, c'était, et puis les Ukrainiens, évidemment, ils partageaient cet avis, puisque c'est de la bonne guerre de leur part. Mais ça a duré jusqu'à cet épisode de Prigojine. Pourquoi c'est significatif sur le plan international? Parce que dans cette affaire depuis 2 jours, ce n'est pas les néoconservateurs qui ont déterminé la politique américaine. Pour moi, un vieux gestionnaire des crises internationales, j'étais même frappé
que Biden il a choisi l'avis de Pentagone, qui est le plus modéré. Vous savez, il y a l'inversion des rôles. Maintenant, il y a des diplomates qui deviennent les va-t-en-guerre et les militaires sont dit calmez-vous. Et ils disent qu'en aucun cas, la déstabilisation de la Russie, c'est-à-dire le chaos total dans la Russie où il y a 6000 tests nucléaires est souhaitable pour l'Occident. Ça, c'est les choses qui sont prévues. En ce qui concerne le démembrement de la Russie, Philippe, vous jouez, je me demande si vous ne jouez pas le jeu de la propagande russe. Parce que... Ah non, mais je vous pose une question, parce que moi j'ai vu des vidéos... Je dois vous dire que, vous savez, au début, les Russes, ils ont été quand même hésitants. Et après, l'Occident, en utilisant ce genre de terminologie, j'ai une vieille connaissance de moi, une fois une émission de la télé, l'ancien président de la Pologne, il a dit il faut 5 Russies ou même 37 Russies. Il disait il faut diminuer la population de la Russie de 100 millions. Vous savez ce qu'il a fait, Poutine? Il a pris cette séquence et il a présenté ça aux meilleures heures de coûte à la télévision. Ça, c'était comme ça que ça s'est passé. Vous comprenez? Petite réaction. Dans cette affaire, l'échec des néoconservateurs, ça peut nous donner un petit espoir, dans les médias. Dans les médias, on va vraiment vers la guerre totale. Tom Conan veut réagir. Oui, en fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est très intéressant évidemment tout ça, mais je voudrais savoir que si par exemple le groupe Wagner aujourd'hui a vraiment un pouvoir de nuisance réel, c'est-à-dire quelle est sa taille exactement, est-ce que Poutine dépend du groupe Wagner pour continuer à faire la guerre en Ukraine ou être présent sur d'autres territoires d'opération, en Afrique en particulier? Est-ce qu'il dépend vraiment de ce groupe-là en termes d'hommes, tout simplement? C'est quand même la question centrale, ou pas? Et c'est ce que j'avais demandé tout à l'heure, j'ai pas eu de réponse. Est-ce qu'il y a moins de monde aujourd'hui dans cette milice? Il y a 25 000 hommes. Parmi eux, historiquement, c'est surtout les gens hyper entraînés, les gens de service de GRU, de service militaire, et des anciens du KGB, du groupe Alpha, et puis il y a la pègre. La pègre est allée avec Prigogine. Les officiers de GRU ont été très, très réticents. Je tiens à vous dire, c'est ambivalent. Ce n'est pas vraiment significatif maintenant parce qu'aujourd'hui, l'armée est beaucoup plus entraînée. Pendant cette année, Poutine l'a transformée, vraiment l'armée. C'est pourquoi la situation est très contradictoire sur l'offensive ukrainienne parce qu'il résiste très bien. Mais cela dit, il ne faut pas se leurrer. Poutine, il va utiliser. Il ne veut pas du tout vraiment anéantir ces Wagner. Il va utiliser ces Wagner en Afrique, certainement, et même je prédis qu'il va revenir avec ça. Les Wagner va revenir parce qu'il prépare une sorte de nouvelle offensive dans la région de Kharkiv, et je pense que Wagner va jouer un rôle assez essentiel sur ce plan. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants, justement avec cette question. Est-ce que vous pensez que le pouvoir de Vladimir Poutine est en train de vaciller? 0826 300 300, vous attend au standard, à tout de suite. Avec Philippe Bilger, avec Tom Conan et avec Madi Saïdi, on revenait il y a quelques instants sur ce qui s'est passé samedi, sur cette milice, effectivement, cette tentative de rébellion avortée contre la Russie qui est menée par le patron de la milice Wagner. C'était ce samedi. Et puis tout à coup, les choses s'emballent et ça redevient comme si de rien n'était. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, Philippe. Absolument. Vladimir Fedorovski, certains ont utilisé un mot russe, maskirovka, mascarade. Est-ce que quelque part vous n'avez pas dit au début que c'était une mascarade? Parce qu'il dit, il y a la colonne qui monte vers Moscou, elle ne va pas jusqu'à Moscou. Si Poutine veut la détruire avec des moyens aériens, il la détruit en 10 minutes s'il en a envie. Mais il laisse faire. Il donne l'impunité à Loukachenko qui peut partir, Prigogine qui peut partir chez Loukachenko, le chef de l'État biélorusse qui est une marionnette de Moscou. Est-ce que ce qui s'est passé samedi, pour une réponse courte, parce qu'on a d'autres questions, c'est pas une maskirovka, une mascarade? Oui, il y a une partie de mascarade là-dedans, c'est incontestable, mais en même temps, ça a montré des failles organisationnelles. Je pense que Poutine il va s'inspirer du plan Macron à Marseille. Il va installer plein de caméras
dans la ville de Rostov où Wagner est entré. Mais est-ce que quand Vladimir Poutine dit, je cite, je vais punir les traîtres, si aujourd'hui il ne se passe rien, donc forcément c'est peut-être ce qu'attendent les Russes, que finalement les traîtres soient punis, et les traîtres aujourd'hui ça pourrait être Wagner. Deux choses, il faut distinguer. De toute manière, dans le discours, il a dit qu'on va prendre en compte leur héroïsme dans le combat. Et ça, c'est la première chose. Mais puis, Poutine, vous savez, j'ai fait 4 livres sur lui. C'est quelqu'un de très pragmatique. Tout d'abord, il veut continuer à utiliser Wagner. Wagner sera non seulement sauvé, mais renforcé. Et deuxième chose, pour Prigojine, là, vous avez raison, Cécile, c'est un rancunier. Et je prédis des jours difficiles d'une manière ou de l'autre pour Prigojine. Ce que vous appelez jours difficiles, ce sent un peu l'élimination ciblée. Non, mais ça veut dire que ça sent le FSB, ça? Il pourrait être éliminé par le FSB, c'est ça que vous voulez dire? Vous savez, j'ai tellement raconté ces histoires dans mes livres, il y a beaucoup de moyens. Vous savez, ça moi, un élément qui m'a semblé intéressant, c'est à un moment donné, Prigojine aurait dit, et je crois que ça n'a pas été contredit, qu'il contestait finalement le motif d'intervention de la Russie en Ukraine sur la question de la région du Donbass. Donc ça, c'est quand même une attaque extrêmement forte, là, pour le coup. Et quand bien même ça serait un semblant de mascarade, là, pour le coup, c'est quand même extrêmement fondé, si j'ose dire. Enfin, c'est une attaque en règle. S'il a fait ça une fois, au moment crucial quand il a fait ça, mais après, vous avez vu tout à l'heure, il a fait la marche arrière, presque mea culpa, tout ça c'est contradictoire. Il ne faut pas oublier que lui, il était une sorte de marionnette de Poutine. Il a utilisé lui comme une grande gueule, il a un langage très pittoresque, un langage de la mafia. Vladimir, il a peut-être fait ce mea culpa sous la contrainte, puisque vous disiez tout à l'heure que c'est pas la joie pour... Ça y ressemble, Bien sûr, il a fait sur les contraintes, mais néanmoins, il a fait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci. Mille fois en tout cas pour cette analyse, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre vu de loin. Vladimir Fedorovski, écrivain russo-ukrainien, auteur de Sorg, un inspirateur pour l'éternité chez Bellan.